Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors que nous étions au Brésil, Sauber a attendu que l'on quitte le pays et qu'il soit 5 h du matin un mardi en heure brésilienne pour annoncer tout simplement le premier pilote brésilien titulaire depuis Felipe Massa. Un timing incompréhensible qui rejoint l'image que l'équipe donne d'elle sur la piste où on ne la voit pas, comme si elle n'existait pas, ne s'assumait pas, ne voulait pas prendre de risques en prévision de la suite. Mais au moins, cette annonce nous permet de compter un 4e rookie sur la grille de l'an prochain et a des conséquences pour plein de pilotes, notamment évidemment Valtteri Bottas. Alors juste avant que la F1 ne revienne ce week-end à Vegas et pour le dernier triple header de la saison, on va débriefer cette annonce et se demander si oui ou non Bortoleto était bien le meilleur choix. Déjà, le choix ne pouvait pas être Guan Yu Zhou. Après 3 saisons en Formule 1, on en attendait bien plus. Alors oui, il s'est toujours resté loin des problèmes. C'est un pilote qui est franchement très propre, mais peut-être un peu trop du coup, puisqu'il a un niveau de performance bien en dessous de celui du plateau, surtout en qualification. Cette année, il est à des années-lumière derrière Bottas. Il y a une claire différence entre les deux et on peut vraiment comparer sa saison à celle d'un Sargent. Je dirais que l'Américain avait peut-être un petit peu plus de performance, mais lui, par contre, c'est l'inverse. Il faisait clairement trop d'erreurs. Joe est entré en F1 et a pu y rester 3 saisons grâce à un CV plutôt pas mal sur les sportifs, mais on va le dire un petit peu en dessous de pas mal d'autres de ses camarades, et un CV très solide sur le côté extra-sportif. Mais au moins, ce qu'on peut dire, c'est que lors de ses 2 premières saisons, il avait montré un petit potentiel, il avait montré aussi une certaine progression plutôt constante. Ça n'a absolument pas été le cas cette année où tout s'est stoppé, indépendamment évidemment du niveau de la voiture. On peut quand même juger ce qu'il a fait et c'est un pilote qui n'a pas un potentiel très élevé. Il n'y avait donc absolument aucun intérêt à le garder. Magnussen, lui non plus, n'était pas dans la liste. Ses performances récentes rendent son départ un petit peu moins évident, un petit peu moins urgent, mais la réalité, c'est que depuis 2 ans, il est clairement en dessous du niveau de la grille et que son heure, elle est bel et bien venue. Je pense qu'elle était déjà venue il y a 3 ans, mais il s'est passé des choses un petit peu extraordinaires chez Haas. Il a pu faire durable, il a eu 6 premiers mois de grâce, mais la réalité, c'est que là, voilà, c'est terminé. En plus, reprendre le duo de Haas, puisqu'on a déjà pris Hülkenberg, ça n'aurait eu aucun sens. C'est aussi un pilote qui ne représente pas l'avenir, qui a le même profil qu'Hülkenberg, mais bon, clairement du coup en moins bon. Donc franchement, je pense que ça n'a jamais été une piste envisageable. Et pareil pour Ricciardo. Alors pour une équipe comme Sauber ou même comme Audi qui va arriver, il aurait pu représenter un super coup côté image et aussi côté niveau sportif, parce qu'à la fois sur l'historique et sur l'actuel, c'est quand même selon moi encore assez au-dessus d'un Magnussen. Ça aurait pu un petit peu lancer Audi, mettre un petit coup de boost à Sauber. Mais la vérité, c'est qu'il sort de 2 échecs, son image en a pris un coup et son niveau sportif laisse à désirer. Il y a un énorme point d'interrogation et franchement, on n'a pas vu de très bonnes choses depuis un long moment. Il ne représente pas l'avenir et en vrai, le sortir une 2e fois de la retraite, voilà, ça n'aurait pas envoyé un bon signal pour une équipe qui cherche à faire les choses différemment et pour une grosse marque qui va arriver dans quelques années et qui veut être crédible. Ensuite, j'avais 2 pilotes dans la catégorie pourquoi pas. S'ils avaient été choisis, franchement, j'aurais eu de très bonnes raisons de m'en réjouir. Je pense qu'il y avait plein de bons arguments pour aller chercher ces 2 pilotes, mais en vrai, quand on regarde tout ce qu'il y avait autour, c'était pas forcément eux la meilleure option. Déjà, on a Mick Schumacher, un pilote qui divise, mais personnellement, je continue de penser que son passage chez Haas est très largement sous-coté. Il ne lui a pas permis en tout cas de montrer toute l'étendue de son talent. C'est un pilote qui on l'a vu dans les catégories juniors. J'aurais donc adoré le revoir, d'autant qu'il y avait une filiation assez évidente avec Audi et qu'il aurait pu apporter voilà, une certaine jeunesse, au moins du sang frais et une certaine hype entre guillemets. Mais sa cote a chuté après plusieurs saisons passées sur la touche. Personne ne lui a redonné totale confiance depuis son passage chez Haas, ce qui laisse penser que le paddock n'est pas totalement à fond sur son cas et le ressortir du placard aurait pu apparaître comme un coup plus marketing que sportif. Ça aurait été selon moi un très mauvais procès, mais voilà, le fait est qu'aujourd'hui il faut avouer qu'il y a plus sexy que lui et je crois que maintenant sa 2e chance elle est passée, elle est derrière lui. J'en suis attristé, mais il est vrai que face à la concurrence et à la réalité du marché, voilà, le fait de ne pas prendre Mick Schumacher, ça ne souffre pas trop de contestation. Et l'autre pilote dans la catégorie pourquoi pas, c'est évidemment Franco Colapinto qui montre de
très belles choses récemment, à tel point qu'il y a plein d'intérêt pour lui sur la grille, notamment peut-être même jusqu'à Red Bull. Donc voilà, pour une équipe qui cherchait un pilote à mettre dans un siège vide, pour une équipe qui cherchait un jeune, qui se cherchait un nouveau visage, avec notamment l'arrivée d'Audi, voilà, je crois que Colapinto aurait été une bonne option, sauf qu'en fait, il n'y a jamais vraiment eu de rumeurs. Alors est-ce que c'est le clan Colapinto qui a dit non, jamais de la vie, préférant ainsi peut-être être sans siège l'an prochain que d'être avec un siège chez Sauber, ou est-ce que c'est l'équipe qui n'a pas cherché plus que ça à aller le chercher ou qui avait arrêté son choix avant qu'il ne fasse cette éclosion récente? Je ne sais pas, en tout cas je suis un petit peu déçu de ne pas avoir vu ne serait-ce que des rumeurs, car je pense que toute équipe aujourd'hui, a fortiori avec un siège libre, aurait intérêt à s'y intéresser. Ils doivent penser que leur choix est meilleur, ou peut-être que Colapinto n'est pas aussi bon qu'on le dit en ce moment, peut-être que l'on s'emballe. Ok, très bien, en tout cas ils font un pari, celui de ne pas s'intéresser à une option qui semble pourtant intéresser toute la grille. Ils auront peut-être raison à long terme, mais pour l'instant, ça me semble alimenter l'idée que c'est une équipe qui est un petit peu décrochée des autres, un petit peu déconnectée. Voilà, dans tout ce qu'elle fait, elle est un petit peu à part de la grille. Tout le monde parle de Colapinto, ils avaient un siège libre, on n'a jamais parlé de Colapinto chez eux. Bon, voilà, d'où le pourquoi pas. On a fait un peu le tour des différentes options, je pense maintenant qu'il nous restait 3 gros noms, dont un qui va être, quoi qu'il arrive, la plus grosse victime du choix Bortoleto, peut-être même aussi la plus grosse victime de ce mercato, c'est évidemment Valtteri Bottas qui ne sera pas sur la grille l'an prochain et qui va sûrement vivre ses 3 dernières courses en tant que titulaire, même s'il peut retrouver un très beau rôle de 3e pilote, peut-être même chez Mercedes à partir de l'an prochain. Voilà, sa carrière, en gros, prend fin là, dans les 3 prochaines courses. Alors est-ce que c'est mérité? Franchement, je vais être très clair, pour moi, non. C'est une décision qui, je trouve, est extrêmement dure contre Bottas. Quand on voit le destin plus clément réservé à Perez, quand on voit que des pilotes comme Magnussen ou Ricciardo ont pu durer un peu plus longtemps en montrant pourtant des choses moins bonnes que lui a montré cette saison, voilà, je pense que c'est une éviction plus dure que la moyenne. Parce qu'on ne s'en rend pas vraiment compte, mais il fait vraiment une très bonne saison, Bottas, dans une voiture qui n'est peut-être pas une poubelle, faut avoir du respect, mais qui est en tout cas largement la pierre de la grille, qui n'a jamais pu viser les points, qui ne vise peut-être même pas le top 15 à la régulière. Malgré tout, il arrive parfois à la sortir de la Q1, à faire des belles choses. Voilà, franchement, il est performant bien plus que Joe. C'est peut-être sa meilleure saison des 3 dernières, en tout cas ça peut se discuter. C'est terrible du coup pour lui de ne pas avoir pu se sortir de cette situation à cause du niveau de la voiture, tout en ayant fait le maximum avec cette voiture. Voilà, c'est vraiment injuste, mais c'est la dure loi de la F1. Il est victime du contexte Sauber, du fait qu'il y a un très grand groupe qui va bientôt reprendre une écurie qui est un petit peu en train de mourir en ce moment. Il est victime du fait qu'il avait une voiture complètement catastrophique. Et il est victime du fait, dernier point et peut-être le plus important, qu'une nouvelle vague de jeunes pilotes arrive. Il y a une nouvelle génération. Les performances de Biermann, Lawson ou Colapinto ont changé la donne en faveur des jeunes, et dès le recrutement d'Hülkenberg, je pense que Bottas avait compris, c'était à Miami, on le voyait sur son visage, que ça sentait mauvais puisqu'il ne pouvait y avoir dans l'équipe peut-être qu'un seul profil expérimenté. Vu ce qu'il se passe à côté, ça allait être un jeune, en tout cas un plus jeune. Dans 80% des cas, la saison que fait Bottas permet de rester en Formule 1 la saison suivante, mais voilà, malheureusement pour lui, les circonstances font que non, et c'est dommage, parce que je pense qu'il peut encore très clairement servir en Formule 1, je pense d'ailleurs qu'il a sa place dans les 5 écuries du fond de tableau en tant que titulaire, et qu'il fera un magnifique rôle chez Mercedes. Maintenant, voilà, il méritait de partir sur une meilleure note, mais il fait également partie de l'ancienne génération. Il est en fin de carrière, en toute fin, et dès qu'il a quitté Mercedes pour Alfa Romeo, on savait que c'était son dernier défi et qu'il pouvait partir dès qu'il y aurait la prochaine vague de jeunes pilotes. Voilà, on est là-dedans, on peut être un peu attristé, mais il n'y a rien non plus de choquant. On va quand même dire au revoir à un pilote pas anodin, puisqu'on parle de 10 victoires sur la grille. Il n'y a que Alonso, Verstappen et Hamilton qui ont plus de 10 victoires. C'est aussi le 10e pilote qui a mis le plus de podiums dans toute l'histoire de la Formule 1. Ça a été un acteur majeur, principal, de premier rang, d'une des plus grosses pages de l'histoire récente chez Mercedes. Il a aussi eu une carrière qui est quand même assez longue, avec des opportunités tout en haut de la grille que peu de pilotes ont eu. C'était aussi un vrai personnage, surtout sur ces dernières saisons. Voilà. Valtteri Bottas, c'est pas n'importe qui. Il a réussi à être un vrai personnage sportif et extrasportif de la F1 des 10-12 dernières années. Et ça, franchement, c'est pas rien.
En ne prolongeant pas Bottas, Sauber/Audi a fait le choix de la jeunesse. Et ça, d'emblée, il faut le dire, c'est très clairement validé. C'est d'ailleurs l'un des enseignements de la saison 2024, c'est que le sang frais vaut plus que les vieux qui ont peut-être passé un petit peu trop de temps sur la grille, même si je pense que c'était pas exactement le cas d'un Bottas et plus celui de Magnussen, Perez ou Ricciardo par exemple. Mais en tout cas, les jeunes sont prêts, après des années de blocage, ça se libère enfin dans leur sens. La comparaison directe entre Biermann et Magnussen, l'impact des performances de Lawson et Colapinto, voilà, on a changé d'époque juste avant la nouvelle réglementation, c'est le moment de faire entrer des jeunes, surtout qu'ils sont très bons ceux qui arrivent, et Audi semble l'avoir compris, notamment depuis la reprise en main par Binotto. Plus que les autres, l'équipe a besoin de regarder vers l'avenir, de se projeter. Il lui faut pour ça un nouveau visage, ou en tout cas à minima une raison d'y croire, de s'enthousiasmer. Il lui faut quelque part aussi son Antonelli, son Biermann, son Douane, voilà, son nouveau jeune. Il y aura sûrement des galères au début, mais c'est l'écurie de la grille qui peut le plus se permettre d'en avoir des galères, puisqu'ils ne viseront absolument rien l'an prochain. On n'attendra absolument rien d'eux, et surtout, Audi l'a dit, ils sont plutôt sur la page 2028-2029 que 2026. Donc c'est absolument idéal de faire entrer un rookie à ce moment-là, surtout vu tout ce qui change en 2026. Donc voilà, Bortoleto, c'est aussi parfait le bon moment pour le faire entrer. Il va partir de la même ligne de départ que ceux contre qui on aimerait le voir se battre dans 5 ou 10 ans, hein, les Antonelli, les Biermann, tout ça. Le choix de la jeunesse me semble génial et surtout purement évident, encore plus quand tu as Nico Hülkenberg à côté avec ses 225 départs, son excellente saison dans le milieu de tableau. C'est le pilote parfaitement adapté pour ce genre d'équipe, ça très clairement. Et en mettant un jeune à côté, tu as un duo parfaitement équilibré, et tu gardes une flexibilité totale pour 2026, 27, 28, 29, en fonction du niveau du jeune, du potentiel déclin du vieux et du niveau sportif de ton écurie à toi. Voilà, pour moi, c'est un duo parfait. Donc, la jeunesse, on vient de le dire, c'est un immense oui, mais la grande question, c'est pourquoi prendre Bortoleto plutôt que Pourchaire, qui est le jeune de ton académie. On reviendra sur le Brésilien dans quelques instants, mais le Français a un CV de candidat très clair à un siège en Formule 1 et ça fait 4 ans que la structure dépense de l'argent pour le former, ça semblait donc idéal, mais bon, voilà, ça ne l'a pas fait. Évidemment, difficile d'enlever notre biais français dans cette discussion. Je ne suis pas sûr qu'on soit tous hyper objectifs quand on parle de Théo, puisque une partie du cœur parle évidemment, mais il est vrai que le manque de considération qu'il a subi cette année, mais j'ai envie de dire peut-être depuis 2-3 ans, est assez inexplicable. Il a été excellent en F4, excellent en F3, champion en F2. Quand il a été appelé en dernière minute en IndyCar, il a été excellent, bluffant. Et rien, même pas une petite séance d'essai cette année, alors qu'il est pilote réserve d'une équipe de F1 qui n'a rien à perdre. Comme Victor Martins un petit peu, j'ai l'impression que c'est deux gars qui ont le niveau pour la F1, qui l'ont prouvé dans les catégories juniors où ils ont eu des top résultats alors qu'on les a pas toujours aidés. Ces deux gars aussi suivis par une académie mais qui ne semblent pas totalement croire en eux, en tout cas qui a toujours fait des choix où ils n'ont pas été numéro 1 malgré ce qu'indiquait le sportif. Ils ont fait dans les catégories juniors des choses qui devraient leur permettre de valider leur ticket en Formule 1 et on a vu des pilotes moins bons qu'eux, très clairement, avoir de bien meilleures opportunités. Ça, c'est clair et net sur le cas Théo, il y a zéro doute. Mais alors pourquoi? C'est dur d'être totalement catégorique là-dessus, mais je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent. Déjà, l'attente, ça tue. Théo, il aurait dû monter en F1 l'an dernier, en fait. Sa meilleure opportunité, c'était de prendre la place de Joe pour la saison 2024. On connaît les raisons pour lesquelles ça n'a pas été fait. Et après, ne pas rouler en F2, rouler loin des paddocks de Formule 1, on le voit, c'est catastrophique, ça ne marche pas, même si t'es bon en IndyCar. Voilà, il ne faut pas que t'attendes, sinon c'est mort. Notre sport est tellement marqué par la culture de l'instant et par les performances récentes, là, les dernières, que si tu ne roules pas, bah, c'est la catastrophe absolue. On le voit avec Drugovich qui n'a sûrement pas de siège, on l'a vu avec d'autres pilotes qui n'ont pas eu leur chance, on a failli le voir avec Oscar Piastri, dont on connaît pourtant le talent en junior et dont on voit le niveau en Formule 1. Bah, s'il n'y avait pas eu Mark Webber qui a bien senti le coup, Oscar Piastri, bah, il aurait peut-être jamais fait de F1. Voilà, en tout cas, il a passé une année sur la touche et c'était déjà quasiment beaucoup trop. On veut toujours le dernier truc à la mode, la dernière vague de jeunes pilotes. Bortoleto, là, il est en F2, on le voit rouler tous les week-ends, il est leader, il affronte Antonelli, Biermann, Lawson qui vont monter là maintenant.
Bah ouais, c'est lui qui a le plus la cote aux yeux du paddock, en tout cas des équipes. C'est pas bien juste, c'est très clair. Le fait d'accéder à la Formule 1 n'est pas juste, il se joue sur plein de paramètres qui peuvent être aléatoires, qui peuvent être hors piste, c'est très clair. Théo n'est pas la première victime de ça, mais il faut le dire clairement, Théo Pourchaire est victime de ça. D'autre part, j'ai toujours eu cette petite impression assez inexplicable qu'il n'était pas considéré à sa juste valeur par le paddock, par les observateurs, quand certains jeunes ont très vite une excellente réputation et des louanges de la part des commentateurs, notamment étrangers, des patrons d'équipe. Lui, il a eu un écho qui, je trouve, est resté très franco-français, notamment jusqu'à la Formule 2. Le monde de la F1 ne l'a pas vraiment considéré. Disons qu'il n'a pas la carte, comme on dit, et je crois que le fait d'avoir dû faire une 3e saison en F2 pour être champion, ça ne l'a pas aidé. En fait, sa saison 2022, là, il y avait de la hype, elle n'a pas été totalement à la hauteur des attentes, et derrière, déjà qu'à la base, il y avait ce manque de considération hyper injuste. Derrière, il n'a pas réussi à regagner les cœurs, en tout cas du paddock. Et ça, je trouve que c'est pas mérité, parce que les performances de Théo, elles sont clairement là, il y a zéro doute. Mais voilà, je me dis qu'avec le recul, j'ai souvent eu ce sentiment que dans le paddock ou chez les observateurs, je sais pas, on le regardait moins que d'autres. Et pour finir, il faut évidemment l'évoquer, je crois qu'il y a un manque de moyens, de soutien. Bortoleto, là, il va avoir tout le Brésil derrière lui, avec tout ce que ça représente en termes de sponsors, d'historique, etc., etc. Ça a joué, c'est certain, même si c'est pas le seul élément forcément. D'ailleurs, c'est peut-être le moment pour nous Français de s'interroger sur pourquoi Théo n'est pas le premier Français à être excellent, mais à ne pas parvenir à monter jusqu'à la Formule 1, à se faire un petit peu avoir parce qu'il lui manque peut-être des sponsors. Voilà, on voit qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de grandes entreprises françaises qui sponsorisent le sport auto et les jeunes pilotes, et ça nous joue très clairement des tours. Je ne sais pas comment on pourrait remédier à ça, je pense que ça doit venir de grands industriels, etc. Donc c'est très compliqué de faire bouger les choses, mais en tout cas le constat, il est très clair, et Théo en est l'énième victime. Malgré tout, notre déception patriotique est tout à fait légitime en même temps pour Théo Pourchaire, ne doit pas faire disparaître le mérite de Gabriel Bortoleto. S'il n'avait pas eu de siège, ça aurait été exactement pareil que pour Théo, vu ce qu'il a fait, ça aurait été extrêmement injuste. C'est un pilote qui a fait 5e de F4 Italie à 16 ans seulement, en 2020, c'est là que j'en ai entendu parler personnellement pour la première fois. Il a attendu ensuite 2022 pour se faire remarquer à nouveau, c'était en Freca, donc il y a 2 ans, il était encore qu'en Freca, où il fait, je crois, 5e, mais c'était assez propre, et surtout quand on voit ses coéquipiers, notamment Adrien David, qui a toujours été une excellente référence et qui est finalement un Théo Pourchaire un petit peu bis, vu que lui aussi n'a souvent pas eu l'opportunité pour des raisons de financement et de croyance. Bortoleto, dès la Freca, on pouvait sentir qu'il y avait du talent. Mais personnellement, jamais je n'aurais imaginé que ce mec aille jusqu'à la F1. Mais le truc, c'est que derrière, il est monté en F3 et il a écrasé le championnat. Alors oui, il y a peut-être que 2 victoires en course longue sur les 2 premières, et il y a peut-être que 6 podiums sur 18 départs, mais il a été complètement intouchable. Alors on pourrait critiquer un petit peu le manque d'opposition, puisque derrière lui, c'est O'Sullivan et Paul Aron, qui ne sont pas forcément d'énormes références, en tout cas pas encore. Et il faut aussi dire qu'en F3, la Trigdan me semble toujours un petit peu cheaté, mais voilà, rien à redire, il a écrasé le championnat. Et cette année en F2, encore en tant que rookie, il s'est très rapidement mis dans le bain et il est impeccable depuis le début du 2e tiers de la saison. C'est même de plus en plus fort, il est passé leader, et en vrai pour moi, cette saison, il n'y a que Hadjar qui fait une meilleure saison en Formule 2. Donc s'il y a évidemment quelques éléments qui permettent de relativiser, parce que c'est des catégories un petit peu particulières, un doublé F2, F3 en tant que rookie, c'est pas rien, c'est du Leclerc, du Russell, du Piastri, voilà de quoi on parle, et oui, évidemment, ça doit mériter son ticket en Formule 1, beaucoup n'ont pas eu cette chance, et donc il ne faut absolument pas s'en plaindre quand un pilote peut obtenir cette opportunité, surtout que il va ramener le Brésil en Formule 1, il y a plein de raisons d'être très content, très positif quant à ce choix, il envoie plein de bons signaux. Maintenant, que fera-t-il en F1 ? Ça n'a pas la réponse à la question, c'est un tout autre monde, mais au moins on se donne l'opportunité de le découvrir, et ça, c'est franchement magnifique. Je m'attends à un pilote qui peut s'adapter assez rapidement, vu qu'il a été très bon à chaque fois en tant que rookie, mais là c'est encore autre chose. Et surtout, et d'ailleurs ça va être ma nouvelle règle avec tous les rookies, vu que je ne considère plus trop la F2 et la F3 comme totalement représentatifs, en tout cas dès que tu arrives en F1, c'est totalement autre chose et c'est très vite, on oublie ce que tu as fait.
je m'efforçais de repartir de zéro avec tous les rookies, d'oublier tout ce que la F2 et la F3 m'ont appris de positif ou de négatif sur eux. Simplement, le parcours junior était assez bon pour mériter un ticket. Il a eu la chance et plusieurs facteurs qui se sont alignés pour l'avoir. Mérité. Maintenant, démarre ta carrière F1, c'est totalement autre chose. Et je suis assez excité de voir ça, d'autant que ce ne sera pas le seul rookie et qu'on va donc avoir plusieurs points de comparaison. Notons quand même que de tous les rookies de l'an prochain, même si on ne sait pas encore si potentiellement un Hadjar va arriver en F1, c'est pour moi le moins près dans le sens où c'est pas le plus jeune puisqu'il y a Antonelli, mais c'est celui qui a eu le moins de relations directes avec une équipe de Formule 1. Même s'il était dans l'académie McLaren, il n'a pas beaucoup roulé qu'une seule fois lors d'un essai privé fait cet été. Il n'a pas de FP1, en tout cas pas encore. Pour moi, vraiment, il est encore très frêle. Il va y avoir un plus gros step que les autres à faire quand on voit comment un Antonelli est préparé, comment un Douane a beaucoup roulé, comment un Birman a déjà pris des départs en Formule 1. Voilà, lui part vraiment de 0, voire de -1, donc on va faire attention. Au passage, notons la petite ironie de la situation. McLaren vit ce qu'elle a vécu dans l'autre sens il y a 2-3 ans avec Oscar Piastri. Elle doit laisser partir un énorme talent de son académie, vainqueur de la F3 et potentiellement de la F2 coup sur coup, parce qu'elle n'a pas de place pour lui. Peut-être que du coup, elle va le regretter. Tout ça parce que la place est occupée par Piastri, qu'elle a volé à Alpine. Bref, la boucle se boucle un petit peu avec ce départ de Bortoleto du giron McLaren. Voilà, en tout cas, c'était mon avis sur la signature de Bortoleto chez Sauber. Est-ce qu'on aurait préféré un Théo Pourchaire? Peut-être au niveau du cœur. Est-ce qu'il aurait mérité? Très clairement. Mais voilà, les raisons selon moi qui expliquent ce choix. Et ce que j'attends pour la suite, dites-moi quel choix vous auriez fait pour ce deuxième siège, ce que vous pensez de Bortoleto. À votre avis, que va-t-il donner lors de sa première saison? En tout cas, voilà, qui rajoute du piment pour une saison 2025 qui n'en manquait déjà pas. On va se régaler, on va passer un hiver à imaginer tout un tas de choses. Ça va être un régal. En tout cas, je vous attends dans les commentaires pour discuter de tout ça. N'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et on termine la vidéo avec Enzo Ferrari qui est très inquiet puisqu'avec Bortoleto, on a l'arrivée d'un pilote coaché par Fernando Alonso. Et ça, c'est inquiétant parce que le mec est encore là, que déjà, ses petits protégés arrivent. Donc bientôt, on aura une grille avec Alonso et 19 mecs de son académie, voilà, comme Valentino Rossi en MotoGP peut-être. Bref, c'est flippant et ça montre encore une fois que Fernando Alonso est un monstre. Allez, à bientôt.